Bienvenue à cette soirée co-organisée par l'association Foi et Culture Scientifique et le Centre Teilhard de Chardin. Ce centre a ouvert il y a 2 ans et il met ensemble l'interrogation autour du sens des choses et puis ce que nous dit la science sur le fonctionnement du monde, notre fonctionnement aussi des humains. Et donc il aborde des enjeux technologiques, anthropologiques et spirituels ensemble. C'est une fondation des diocèses d'Île-de-France et de la Compagnie de Jésus qui est bien sûr ouvert à tous pour un dialogue donc autour des sciences. Je voudrais tout de même introduire notre invitée Françoise Combe qui va nous parler ce soir de cosmologie. Alors, comment résumer toute votre carrière vraiment étonnante? Vous avez été enseignante, chercheuse et maître de conférences à l'UNS, chargée de cours à l'UPMC. Vous avez été sous-directrice du laboratoire de physique de l'UNS, ça nous ramène il y a 40 ans. Vous avez été astronome à l'Observatoire de Paris et depuis 2014 au Collège de France. Vous avez travaillé dans divers observatoires à travers le monde, aux États-Unis, l'Observatoire McDonald et l'Observatoire de Kitt Peak, le radiotélescope de Pico Velata en Espagne, l'observatoire radio de Nobeyama au Japon, l'interféromètre du plateau de Bure en France. Mais vous êtes également membre de nombreux conseils autour d'institutions et de programmes scientifiques. Alors je vais en nommer quelques-uns parce que la liste est longue. Vous êtes membre du Conseil national des astronomes et physiciens, et ce depuis 1989. Conseil scientifique en astronomie, CSA de 1999 à 2006. Membre du conseil du programme physique et chimie du milieu interstellaire au début des années 2000, conseil de la Société française d'astronomie et d'astrophysique de 2000 à 2008, conseil scientifique pour les sciences de l'univers du CNRS de 2001 à 2006, conseil du programme national de cosmologie de 2002 à 2006. Et vous avez présidé certaines structures, comme le Programme national Galaxie, PNG, du CNRS de 2001 à 2008, la Société française d'astronomie et d'astrophysique de 2002 à 2004, le Comité national français d'astronomie de 2005 à 2007, le Comité français des unions scientifiques internationales de 2009 à 2015. Cette carrière en physique vous a valu beaucoup de reconnaissance. D'abord, comme souvent dans le monde scientifique, comme éditrice d'une revue scientifique, donc la revue européenne Astronomy and Astrophysics depuis 2003. Vous avez été la première femme astronome à être élue à l'Académie des sciences en 2004. Donc en 2014, comme je l'ai dit, vous avez été nommé professeur titulaire à la nouvelle chaire Galaxie et Cosmologie au Collège de France. C'est la première fois qu'une femme avait un titre de chaire d'astrophysique dans cette institution. Votre leçon inaugurale sur la matière noire, qui est un de vos dadas scientifiques. Voilà, vous avez reçu de nombreux prix. Alors je vais mentionner quelques-uns récents, particulièrement éloquents, comme la médaille d'or du CNRS en 2020 pour les travaux qui ont mis en lumière l'évolution des structures essentielles de l'univers. En 2021, le prix lauréat l'UNESCO pour les femmes et la science. Et en 2025, vous êtes commandeur de la Légion d'honneur. On est très honoré de votre visite, de votre présence ce soir pour nous faire découvrir mieux la cosmologie, ses enjeux actuels. Donc, comme d'habitude, on va avoir un exposé et ensuite une séance de questions. Je vous laisse la place. Merci beaucoup pour cette introduction très élogieuse. Je vais vous parler donc du Big Bang, de nos origines en fait. On aimerait comprendre d'où nous venons et comment s'est formé l'univers. Alors déjà, pour montrer une scène, vous avez sans doute vu ce diagramme assez souvent. Ce qu'on voit, c'est qu'à partir du Big Bang, qui va être l'origine de notre univers, nous avons 13,8 milliards d'années. C'est l'âge que nous avons à partir du début l'univers, qu'on va décrire comment on est arrivé à comprendre que tout notre univers observable était réuni dans un espace très très petit au départ, très chaud et très dense. Et puis ce que vous voyez ici, c'est que l'expansion de l'univers, ça c'est le rayon caractéristique de l'univers. Au départ, il est en expansion assez régulière, mais ensuite, aujourd'hui, on a compris qu'il était en expansion accélérée. Et ça, on l'a compris en 1998, donc ça fait 27 ans. On va essayer d'expliquer comment on a appris tout ça et comment on a compris. Alors d'abord, j'aimerais vous montrer qu'est-ce qu'on voit dans le ciel et comment on peut avoir toutes ces connaissances. Par exemple, ici, vous avez à droite un champ profond de télescope spatial Hubble, qu'on appelle HST, Hubble Space Telescope. Donc tout ça, cette image, alors l'autre, c'est le même champ, mais avec le télescope James Webb Telescope, JWST, en infrarouge. Donc ici, c'est l'optique, ici, c'est l'infrarouge, que vous ne voyez pas avec l'œil. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans ce champ profond, vous avez la surface de 1% de la Lune. Vous prenez la Lune, vous prenez 1%. Ça, c'est 1%. Et donc, ce que vous voyez dans ce champ, c'est qu'il n'y a aucune étoile. Quand vous regardez le ciel étoilé dehors, vous êtes
ébloui de toutes les étoiles qu'il y a dans notre galaxie, la Voie lactée. Vous ne voyez aucune galaxie. Ou peut-être si vous avez des jumelles, peut-être vous avez un point qui est la galaxie d'Andromède, la plus proche. Vous n'avez aucune galaxie, que des étoiles. Ici, vous n'avez aucune étoile, vous n'avez que des galaxies. Et donc, dans cette petite surface de 1% de la Lune, vous avez au moins 3000 ou 4000 galaxies. Vous voyez, tous ces petits points, vous ne les voyez pas tous. Ici, ce sont des galaxies proches, que vous voyez, qui ont l'impression d'avoir une forme. Et puis, tous les petits points, il y en a 3000. Donc, c'est grâce à ces champs profonds que l'on peut voir un petit peu ce qui se passe, comment sont nées les galaxies. On commence à les voir telles qu'elles étaient lorsqu'elles sont nées. Et on peut extrapoler, puisque là on voit un champ profond, on peut extrapoler que tout l'univers observable contient 2000 milliards de galaxies. Alors, on va remonter et savoir à partir de quand on sait que les galaxies existent. Si je remonte, bon, pas tant que ça, au XVIIIe siècle, vous avez ici Charles Messier, qui était un astronome à l'Observatoire de Paris. Et il observait avec le télescope, qui est dans Paris en fait, puisque l'Observatoire de Paris, au début, c'était très très loin de la ville. Maintenant, c'est dans la ville. Donc, il observait et vous voyez qu'il a un catalogue d'une centaine d'objets. C'était son travail de sa vie. Il avait voulu cataloguer les objets qui ne sont pas ponctuels. Quand vous regardez les étoiles, ce sont des points et tellement ponctuels que vous voyez des scintillations parce que l'atmosphère a une turbulence et elle vous floute un petit peu. Donc, dès que vous avez des objets qui ne sont pas ponctuels, étendus, vous n'avez plus de scintillation. Et là, il avait fait un catalogue de 100 objets non ponctuels, qu'on appelait nuages ou nébuleuses. Tout était nébuleuse. Alors, on voit bien que les nébuleuses, c'est très varié. Vous avez justement une galaxie ici, qu'on sait aujourd'hui que c'est une galaxie. À l'époque, ce n'était pas une galaxie peut-être. Ici, on a ce qu'on appelle nébuleuse planétaire. Celle-ci, c'est une étoile comme le Soleil. En fin de vie, notre Soleil va devenir naine blanche et éjectera son enveloppe. Ça va devenir une géante rouge qui va manger la Terre et toutes les autres planètes. Et donc ici, vous avez le futur du Soleil, par exemple. Nébuleuse planétaire, on l'appelle comme ça parce qu'on croyait que c'était là que se formaient les planètes. Pas vrai du tout. On a gardé le nom, mais c'est complètement faux. Les astronomes avaient quelques erreurs au départ. Et puis, vous avez des nuages comme le rouge là-haut, qui, je pense, peut-être je peux le montrer avec ma souris, voilà, par exemple. Et ça, c'est des vrais nuages, c'est-à-dire des nuages de gaz interstellaires, comme le nuage d'Orion, dans lequel se forment des étoiles. Mais tout ça, à l'époque, ils pensaient que c'était la Voie lactée. Alors, le but de Charles Messier, c'était de découvrir des comètes. Les comètes, c'est en effet des petits nuages. Et c'était juste après la découverte d'Edmond Halley, qui avait trouvé une comète qui revenait tous les 76 ans. Donc, il voulait en découvrir quelques-unes. Alors, voilà ce qu'on connaissait en 1920. En 1920, on savait que dans le ciel, il y avait cette bande blanchâtre là qu'on appelle Voie lactée, que vous pouvez voir si la nuit est belle. Donc, une bande blanchâtre avec quand même un petit peu de poussière. Je vais essayer de montrer avec ici. Vous avez de la poussière ici qui est de la suie, en quelque sorte, de la suie qui obscurcit le rayonnement des étoiles derrière. Et puis, vous aviez ce genre de nébuleuse. Tout était nébuleuse hein, pour les gens avant 1920. On pensait que tout notre univers, c'était la Voie lactée, c'est tout. Hein, et puis, on avait quand même Vesto Slipher, un astronome américain, qui avait mesuré le spectre de ces galaxies, c'est-à-dire de nébuleuses. En fait, quand on fait le spectre, c'est-à-dire qu'on disperse la lumière de manière à la décomposer en plusieurs longueurs d'onde et on commence à avoir des raies d'émission de l'hydrogène, parce que l'hydrogène, c'est le composant principal de l'univers. Donc, vous avez des raies d'hydrogène. On connaît la position de la raie d'hydrogène au laboratoire. Et là, on le voyait décaler vers le rouge de beaucoup. Alors, Vesto Slipher l'interprétait comme un effet Doppler. Vous avez l'habitude de l'effet Doppler avec le son. Hein, dès qu'une ambulance s'éloigne de vous, vous avez un son plus grave. Lorsqu'elle se rapproche, un son plus aigu. Avec la lumière, c'est pareil. Lorsqu'un objet qui émet de la lumière s'éloigne de vous, la lumière est décalée vers le rouge et lorsqu'elle s'approche, vers le bleu. Donc là, on avait un décalage vers le rouge qui était de 2000 km par seconde, 3000 km par seconde. Ça paraissait beaucoup, hein, c'est par seconde. Hein. Alors, on commence à avoir compris lorsqu'on voit que Henrietta Leavitt, que vous voyez ici, qui est une astronome américaine, elle était une des premières femmes à avoir des diplômes, parce que vous savez qu'au 19e siècle, les femmes n'étaient pas permises dans les universités. Donc, au 20e, on commençait à avoir des femmes avec des diplômes, mais elles n'avaient pas tous les droits non plus. Elles n'avaient pas le droit d'observer sur un télescope, par exemple. Donc, elle avait le droit juste d'aller dans la cave pour
regarder les plaques photos qui étaient observées par les autres astronomes, et puis de faire un travail assez fastidieux, de regarder des milliers d'étoiles, de regarder le flux, et puis les positions, et de faire un catalogue. Et elle a eu l'idée de voir qu'il y avait des étoiles variables. Alors l'étoile variable, ça veut dire que le flux, la luminosité de l'étoile varie dans le temps, de façon périodique, sinusoïdalement, et qu'elle avait remarqué que la période, c'était 1 mois, 2 mois, ça variait d'une étoile à l'autre. Et pour les étoiles dont on connaissait la distance, elle avait remarqué que la luminosité intrinsèque était proportionnelle à la période. C'est une découverte fantastique quand on regarde bien, parce qu'il suffisait de mesurer la période en mois, 2 maxima qui sont distants d'1 mois, et à ce moment-là, on avait la distance, puisqu'il suffisait de comparer la luminosité intrinsèque obtenue avec la période à la luminosité apparente. Vous aviez la distance, et c'est ça qui a été la clé de l'agrandissement de notre univers. Tous les astres ici étaient à peu près à la même distance, et là, tout d'un coup, on avait un indicateur de distance. Ça a pris du temps à comprendre, mais lorsque Edwin Hubble, que vous voyez ici, qui lui observait dans les télescopes de Californie, un grand télescope, il a pensé à regarder dans une nébuleuse d'Andromède, qui était l'objet de Messier M31. M, c'est pour Messier, Messier 31. Et donc, si vous voyez, il a essayé de voir ces étoiles, qu'on appelle les étoiles céphéides, parce que c'est dans la constellation de Céphée. Donc, ces étoiles céphéides qui varient, il en a trouvé dans cette nébuleuse. Et il a pu en déterminer la distance. Alors, la distance, il a montré que c'était 2 millions d'années-lumière. Alors, c'était bien plus grand que la taille de la Voie lactée de notre galaxie, qui était de 100 000 années-lumière de diamètre. Donc, c'était fatalement un objet qui était à l'extérieur. Et c'est ça qui a fini le débat. En 1920, les gens disaient « Oh, est-ce que ces nébuleuses sont à l'intérieur, à l'extérieur, etc. » Et là, on voit bien tout d'un coup, on a des systèmes, des ensembles d'étoiles, de gaz et de poussière, et qu'on appelle aujourd'hui galaxies. Pourquoi ? Parce que c'est comme la Voie lactée, c'est comme du lait, etc. Le galaxie est venu de là. Et donc, tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y avait des mondes à part en dehors de notre Voie lactée. Tout d'un coup, l'univers s'est agrandi énormément, et ça, on le doit à Henrietta Leavitt, qui aurait pu avoir le prix Nobel pour cette découverte, mais elle est morte avant, puisqu'elle est morte en 1921, et ça a été découvert en 1924-26. Alors, ensuite, Hubble, sur sa lancée, il détermine la distance de plusieurs de ces nébuleuses. Et ces nébuleuses, comme West-Ossipher l'avait montré, il avait aussi une vitesse d'éloignement. Il s'est aperçu que la vitesse d'éloignement était proportionnelle à la distance. Il en a déduit que l'univers était en expansion. Toutes les galaxies s'éloignaient de nous avec une vitesse proportionnelle à leur distance. L'expansion de l'univers, ça date de 1929. Alors lui, il pensait encore à cette époque, en 1929, que c'était un effet Doppler. C'est-à-dire que vraiment, j'ai fait un petit dessin là, de l'effet Doppler dont vous avez l'habitude avec le son. Vous voyez bien que lorsque la voiture bouge, en fait, elle émet quelque chose de façon isotrope. Mais évidemment, les diverses ondes, les divers fronts d'ondes se rapprochent parce que la voiture bouge beaucoup. Et vous voyez que les longueurs d'onde ici sont très rapprochées. Donc, si vous regardez avec la lumière, vous avez une onde bleue ici et une onde rouge ici. Vous avez le décalage vers le rouge avec cet effet Doppler. Donc, c'est ce que croyait Edwin Hubble. Il pensait que les galaxies étaient vraiment animées d'une grande vitesse, de 3000 km par seconde ou plus. Alors, heureusement que ce n'était pas la bonne interprétation, parce qu'aujourd'hui, nous avons des décalages de plus d'un facteur 10, c'est-à-dire que les galaxies devraient aller à plus que 10 fois la vitesse de la lumière, ce qui est complètement impossible. Donc, heureusement, il y avait un autre personnage, Georges Lemaître, qui était abbé Georges Lemaître, que vous connaissez bien, qui est très célèbre, et qui était aussi un scientifique. Donc, il a enseigné à l'Université catholique de Louvain. Et donc, il était très au courant des travaux d'Einstein. En 1915, Einstein avait compris que la gravité n'était pas une force comme les autres. En 1915, il a écrit les équations de la relativité générale qui nous dit que la gravité, c'est une déformation de l'espace. Vous imaginez un tapis ou un drap tendu, et si vous mettez une boule dans le drap, il va faire une petite courbe. Et donc, tous les objets qui tournent autour de lui vont être attirés par ce creux. En fait, c'est ça qui se passe dans la gravité. Vous avez une déformation de l'espace, et c'est ce qui crée la force gravitationnelle. Et donc, il avait écrit, Einstein, que toute la courbure de l'univers dépend de la masse et de l'énergie qu'il y a dans l'univers. Bon, ça paraît logique. Si vous n'avez rien, vous n'avez aucune courbure, et sinon, vous avez cette courbure. Alors, en 1917, Einstein avait quand même pensé que je peux peut-être l'appliquer à l'univers, cette équation. Donc, il essaie de l'appliquer, et puis il est quand même un petit peu perplexe parce qu'il y a 2 solutions seulement à cette équation, soit une dilatation de l'espace, soit une contraction.
Il n'y a pas d'univers statique. Or, en 1915, toujours, on n'avait pas encore découvert l'expansion de l'univers qu'on a découvert en 1929. Donc en 1915 et 1917, Einstein se dit on doit avoir un univers statique. Les étoiles sont fixes dans le ciel, pas comme les planètes bien sûr, mais les étoiles sont fixes. Normalement, on a un ciel immuable, un univers fixe, etc. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a rajouté une constante dans ses équations en disant bon, c'est pas très beau, ça enlaidit ma théorie, mais c'est pas grave. Et donc avec son équation, avec sa constante lambda, il a eu un univers statique. Puis plus tard, lorsqu'il a compris en 1930 que l'univers était en expansion, il s'est dit oh là là, j'ai ajouté une constante, mais c'était la plus grande erreur de ma vie. On peut l'enlever. Et pendant tout le XXe siècle, tous les astronomes ont pensé que la constante était nulle, vu qu'Einstein avait dit qu'elle était nulle. On va voir qu'elle va réapparaître au XXIe siècle. Donc, revenons à Georges Lemaitre. Donc, c'est lui qui a compris ce qui se passait parce qu'il avait suivi les équations d'Einstein et il avait compris que l'expansion, ce n'était pas un effet Doppler, c'était une dilatation de l'espace, comme l'équation d'Einstein le montrait. Il avait aussi extrapolé cette expansion en disant si je regarde dans le passé, il doit se contracter évidemment, et on doit avoir tout l'univers que j'observe aujourd'hui doit être réuni en presque un point, et il appelait ce point l'atome primitif. Alors évidemment, ce n'était pas encore un Big Bang. Ça a été appelé Big Bang par un certain astronome anglais, Fred Hoyle, qui ne croyait pas du tout au Big Bang, il voulait s'en moquer, et à la radio, il a dit c'est une explosion, c'est un Big Bang. Et en fait, c'est vrai, c'est une explosion et le mot est resté. Donc, qu'est-ce que c'est en fait qu'avait compris Georges Lemaitre? C'était ce petit dessin que je vous fais, la métaphore. Ça veut dire qu'il y a une dilatation de l'espace à 3 dimensions. J'ai dessiné un petit bout de gâteau, un cake, avec des fruits confits. Alors, les fruits confits, c'est les galaxies. Alors, vous voyez que si vous faites cuire le cake, il y a de la levure dedans, il va gonfler. Et vous voyez bien que les fruits confits ne bougent pas dans la pâte, ils sont immobiles. C'est la pâte qui gonfle. C'est l'analogie, c'est ça. Vous avez un espace à 3 dimensions qui se dilate et les galaxies ne bougent pas. C'est rassurant parce que quand même 3000 km par seconde, ça commence à faire beaucoup. Alors pourquoi vous avez un effet Doppler? Eh bien simplement, si vous regardez un autre petit bout de cake là avec un photon c'est un élément de lumière, une onde électromagnétique. Donc par exemple, vous commencez avec une onde bleue, une onde courte. Évidemment, le photon, il est dans l'espace, il se dilate avec l'espace. Et donc votre onde bleue, elle va devenir rouge lorsque vous allez passer dans le temps ici avec un espace plus grand. Et donc vous avez un décalage vers le rouge. Donc c'est pas un effet Doppler, c'est juste une dilatation de l'espace. Est-ce que cette remarque-là vous dit que dès que vous détectez un objet qui est décalé vers le rouge, vous savez d'où il vient. Vous avez la distance tout de suite puisque c'est la taille de l'univers à cette époque-là. C'est très pratique. Alors revenons un peu à Einstein. Donc, comme je l'ai déjà dit, il avait donc découvert cette relation de relativité générale entre la courbure de l'univers et la masse. Et puis, il voulait un univers statique. Donc, avec sa constante lambda, on l'appelle petit lambda, lambda selon les unités, il avait trouvé l'univers statique, c'est cela, c'est-à-dire l'univers, il le dessine à 2 dimensions. C'est seulement la surface de la sphère. Donc, son univers, il était à une courbure positive. Il était fini. Vous voyez, un volume fini. Si vous partez d'un côté, vous allez revenir sur vos pas. Donc, c'est quelque chose de fini. Et puis, avec une courbure positive, c'était statique. Ça ne voulait pas. En fait, c'était un équilibre très instable. Je fais une métaphore avec un crayon. Vous mettez sur la pointe. Vous pouvez peut-être parfois le trouver en équilibre, mais il va tomber d'un côté ou de l'autre. Son univers n'était pas du tout réaliste. Par contre, il y avait à la même époque un Hollandais, William de Sitter, qui s'était dit, je vais résoudre l'équation d'Einstein en disant qu'il n'y a pas de matière ni d'énergie. Donc j'ai juste une courbure et puis la constante que Einstein a introduite. Alors ça, c'est beaucoup plus facile à résoudre en disant finalement il y a une tension exponentielle. Et finalement, je le montre ici parce que c'est exactement le cas où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une accélération exponentielle de l'expansion. On va le voir. Début du XXe siècle, donc en 1920-1930, il y avait aussi une autre révolution qui était la mécanique quantique. Et donc, il y avait un certain leader de cette mécanique quantique, Wolfgang Pauli, que vous voyez ici, s'était dit, quand il a compris qu'Einstein avait rajouté une constante lambda, il s'était dit, tiens, c'est bizarre. Lambda, c'est autre chose que l'énergie et la masse qu'il y a dans l'univers. Et ça joue le même rôle que l'énergie. Peut-être ce serait l'énergie du vide que vous avez en mécanique quantique. Vous savez qu'en mécanique quantique, en laboratoire, lorsque vous enlevez toutes les particules, toutes les photons, il n'y a rien du tout, vous avez des fluctuations du vide. Vous avez du vide qui peut prendre beaucoup d'énergie ou rien du tout en un très petit moment. Ça, c'est dû aux relations d'incertitude d'Heisenberg. En très petit temps, vous pouvez avoir une grande fluctuation d'énergie. Il s'était dit, c'est peut-être ça. J'extrapole l'énergie du vide que je vois en laboratoire et j'extrapole tout l'univers. Est-ce que ça marche? C'est curieux, mais ça ne marche pas du tout. Et nous en sommes encore là. C'est-à-dire que si vous extrapolez cette énergie que l'on mesure pourtant en laboratoire,
laboratoire. Et vous avez 100 ordres de grandeur de plus que l'énergie sombre que je vais vous décrire tout à l'heure, que l'on mesure en astrophysique. Donc ça ne marchait pas du tout. C'est pour ça qu'il a trouvé que le rayon de caractéristique de l'univers d'Einstein, c'était 31 km, donc ça ne pouvait pas marcher du tout. Donc il a abandonné tout ça, mais ça a quand même un rôle important aujourd'hui parce qu'on sait que lambda existe. Après toutes ces années où personne n'avait vraiment cru dans ce Big Bang, parce que c'était quand même très difficile, tout le monde a été convaincu par l'observation faite par hasard du fond cosmologique micro-ondes. Alors qu'est-ce que c'est que ce fond? Si vous supposez que dans le Big Bang, il y a une boule, si vous voulez, très dense et très chaud, puisque tout va partir de là et tout va se refroidir dans l'expansion. Donc au départ, vous avez quelque chose qui est très dense, très chaud, des millions de degrés, et donc il doit en rester quelque chose aujourd'hui, même en refroidissant. Alors ces deux personnes, Arno Penzias et Robert Wilson, que vous voyez là, ils ne cherchaient pas cela du tout. Ils étaient au Bell Laboratories dans le New Jersey et ce qu'ils voulaient faire, c'est des télécommunications. Donc, ils voulaient juste tester ces longueurs d'onde-là, longueurs d'onde radio millimétriques. On connaissait bien les centimétriques, les métriques, mais millimétriques, on ne le connaissait pas bien. Donc, ils ont construit ce grand cornet qui est un télescope à ondes radio millimétriques. Et puis, ils ont commencé à observer et ce qu'ils ont été très surpris, c'est de voir qu'il y avait beaucoup de bruit constant un peu partout. Alors, ça ne venait pas du Soleil, puisque la nuit, il y en avait encore. Ça ne venait pas de la Voie lactée. Quand elle était couchée, il y avait toujours pareil. Et partout, vous aviez ce bruit. Alors, ce bruit, c'est un petit peu comme un fond continu, dans un corps noir, dans un four, et ils ont déduit que la température était de 2,73 Kelvin. Kelvin, ça veut dire 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu, ou bien moins 270 degrés Celsius. Donc très froid. Ça veut dire que depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, l'univers est rentré en telle expansion qu'il s'est très refroidi. Par rapport à des millions de degrés, il devient 3 degrés Kelvin. Et pourtant, ce rayonnement qui nous vient, ce rayonnement fossile qui nous vient du Big Bang, il est très dense. Aujourd'hui, nous avons 400 photons par centimètre cube. Dans cette pièce-là, vous êtes entouré de 400 photons qui nous viennent du Big Bang. Alors, comme ils vont à la vitesse de la lumière, vous pouvez faire le calcul, ça nous fait 10 000 milliards de photons du Big Bang qui vous traversent par centimètre carré et par seconde. Vous êtes chauffé par ce four micro-ondes. Regardez ce fond, il est vraiment important. C'est le fond le plus grand que vous aviez dans l'univers. J'ai fait un petit schéma là. Vous avez les ondes optiques en bleu, les ondes infrarouges, vous ne voyez pas à l'œil, et puis les ondes radio que vous ne voyez pas à l'œil. Mais vous voyez qu'en énergie, c'est 100 fois plus que tous les autres fonds réunis. Les autres fonds réunis, c'est la galaxie qu'il y a dans l'univers, qui vont faire un fond optique, et toute la poussière que vous avez qui rayonne l'énergie qui est chauffée par les étoiles. Et donc là, vous êtes dominé par le fond cosmologique du Big Bang. C'est ce qui domine l'univers en énergie. Alors si vous aviez un œil qui serait possible de regarder les ondes millimétriques, vous auriez un brouillard, vous ne verriez rien. Vous allez me dire d'où nous viennent tous ces photons. Mais ces photons nous viennent d'une dernière surface de diffusion. Et je fais une analogie là pour mieux comprendre avec le Soleil. Parce que le Soleil, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la surface. Vous ne voyez pas l'intérieur du Soleil. L'intérieur du Soleil, c'est un gaz d'hydrogène très chaud, des millions de degrés parce qu'il y a des réactions nucléaires qui se produisent. Et donc, il y a des photons qui vont rencontrer des particules chargées. Et à ce moment-là, ils sont diffusés un grand nombre de fois. Normalement, un photon qui est émis ici, s'il allait en ligne droite, il mettrait 2 secondes parce qu'en fait, le rayon du Soleil, c'est 2 secondes de lumière. Mais là, il est tellement diffusé comme il marche au hasard dans tous les sens qu'il met 200 000 ans à sortir. Donc, vous voyez, c'est un corps opaque et vous voyez que la surface. Et c'est ça qu'on appelle dernière surface de diffusion. Après, il n'est plus diffusé. Après, il n'y a plus assez de particules chargées pour le diffuser. Et donc, ce que vous voyez, c'est le rayon du Soleil qui vous viennent en ligne droite. C'est exactement la même chose avec le Big Bang. Vous avez un Big Bang ici, avec un plasma de particules chargées, très chaudes, des millions de degrés, un peu comme dans le Soleil. Et puis, que se passe-t-il? Dans l'expansion, l'univers se refroidit. À un moment donné, il arrive à 3000 degrés Kelvin. Et c'est la température à laquelle les protons et les électrons se recombinent en atomes d'hydrogène. Donc, l'univers devient neutre. Et à ce moment-là, la lumière n'est plus déviée par l'hydrogène, alors qu'il l'était par les particules chargées. Donc, après, ils nous viennent en ligne droite. Donc, finalement, ce que vous voyez, c'est la dernière surface de diffusion. Alors, quand est-ce que ça arrive? Cette température de 3000 degrés, c'est à 380 000 ans après le Big Bang. 380 000 par rapport aux 13,8 milliards, c'est très très peu. Tout petit, 0,4 million. En fait, on ne le voit pas sur les 13,8, ça ne se voit pas. 13,8 milliards. On peut représenter en fait ce qu'on voit par cette sphère qu'on appelle l'horizon de l'univers. Nous sommes au centre. Alors on n'est pas au centre de l'univers, pas du tout. Mais chaque observateur est au centre d'une bulle qui est son horizon. Un peu comme sur Terre, vous ne voyez pas qu'il y a très loin lorsque vous avez un bateau. Parce que la Terre est ronde, vous voyez qu'au-delà de l'horizon, ici c'est un petit peu ça, en quelque sorte, pour d'autres raisons. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est que la lumière qui nous vient de ces galaxies lointaines, eh bien, elle met un certain temps à nous venir. Parce que 300 000 km par seconde, qui nous paraît une très grande vitesse aujourd'hui, eh bien, pour l'univers, c'est une petite vitesse. Les galaxies qui nous ont envoyé un signal il y a 12 milliards d'années, eh bien, on les voit telles qu'elles étaient lorsqu'elles nous ont envoyé la lumière, c'est-à-dire lorsqu'elles étaient très jeunes. Quand on regarde loin avec un télescope, on remonte le temps, en quelque sorte. On voit tous les objets tels qu'ils étaient autrefois. Et on remonte tellement le temps aujourd'hui, c'est qu'on remonte jusque
au Big Bang. Donc au Big Bang, vous voyez cette petite enveloppe orange que j'ai tracée, c'est la dernière surface de diffusion, c'est-à-dire là où l'univers est très ionisé, très chaud, et on a une surface opaque, puisque la lumière est diffusée. Elle nous arrive en ligne droite à partir de là. Donc c'est cette surface-là que l'on voit lorsqu'on regarde le ciel en micro-ondes. Alors voilà ce qu'on voit. Plusieurs satellites qui ont été lancés, par exemple par la NASA et aussi le dernier par l'Agence spatiale européenne, ESA. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Alors, je n'ai pas mis la première parce que c'est une constante, c'est un brouillard d'abord, c'est une constante très forte. Et puis ensuite, ce qu'on voit, c'est un côté plus rouge et un côté plus bleu. Ça, c'est tout le ciel. On a projeté un peu comme des projections Mollweide. Quand on veut faire la planisphère terrestre, on est obligé de dessiner dans un plan ce qui est sphérique. Donc, le ciel est sphérique. Vous voyez tout le ciel et on le met dans ce genre de projection. Alors ici, vous avez un côté du ciel qui vous paraît plus chaud que l'autre. Alors pourquoi? C'est parce que nous nous déplaçons parmi ce milieu de photons, un peu comme lorsque vous courez dans la pluie et vous avez plus de pluie qui vous vient d'un côté que de l'autre parce que vous courez vers la pluie. Donc ici, ça c'est facile, on a pu mesurer ainsi notre mouvement, qui est à peu près un vrai mouvement, cette fois-ci, de 600 km par seconde par rapport au référentiel absolu de l'univers. Ça c'est une information. Une fois qu'on le soustrait, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi un avant-plan qui est la fameuse Voie lactée, notre galaxie. On s'est mis dans les repères ou à longitude et latitude de la galaxie. Et donc, on a l'émission de la galaxie d'abord. Ça, on va pouvoir le soustraire aussi. C'est un avant-plan qui nous gêne. Et puis, ce qu'on trouve à la fin, une fois qu'on a enlevé tous ces avant-plans, eh bien, on voit la dernière surface de diffusion, c'est-à-dire l'unité qu'il était il y a 0,4 millions d'années après le Big Bang. C'est là qu'on ne pourra pas voir mieux. Ou alors, si on veut aller au-delà, il faut avoir recours aux ondes gravitationnelles, mais à une autre onde. Mais en tout cas, pas une onde électromagnétique. Donc ici, on a un mur qui est tout près du Big Bang. Qu'est-ce qu'il y avait là? On dirait qu'il y a du bruit, mais ce n'est pas du bruit, ce sont des fluctuations vraies, des surdensités et des sous-densités qui sont vraies. Donc, quand on les regarde avec plusieurs satellites, le dernier ici, avec plus de résolution, là, il n'y a pas beaucoup de résolution, il y en a beaucoup, eh bien, ce n'est pas du bruit, c'est toujours les mêmes fluctuations qui vont devenir les grandes structures de l'univers, qui vont devenir les galaxies, qui vont devenir les étoiles, les planètes, etc. Donc, ce sont ces fluctuations que nous venons, en quelque sorte. C'est très important. Quand on fait un petit peu l'analyse de cette carte, vous voyez qu'il y a des plus et des moins. On les a mis rouge et jaune, mais simplement, c'est des fausses couleurs. C'est plus de densité, moins de densité. Et ce qu'on peut faire, c'est le tracer en fonction de l'angle sur lequel on le voit. 90 degrés, 0,5 degrés, 0,2 degrés, 0,1, etc. Donc, vous voyez, il y a des plus grosses, des plus petites. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on voit ce schéma qui est très, très régulier. Alors, pourquoi il est très régulier? Vous voyez, les points de mesure, c'est les petits points rouges avec une très petite barre d'erreur. Et puis, le modèle est en vert. Et en fait, c'est une caractéristique de notre univers. On a pu le comparer à une empreinte digitale de l'univers, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des oscillations, parce que notre univers est en équilibre entre la lumière et la matière. La matière est ionisée, elle interagit beaucoup avec la lumière, donc la pression de radiation empêche la matière de s'effondrer en structure. Donc, pendant le petit moment, là, 0,4 millions d'années, eh bien, on a des ondes de pression, donc c'est des ondes acoustiques du son, parce que le milieu est dense. Alors, vous avez sans doute appris qu'entre les étoiles, aujourd'hui, dans la Voie lactée, il y a un vide si profond qu'il n'y a pas de son du tout. Là, vous avez un son parce que l'univers est très dense et qu'il y a des ondes de pression entre la matière et le rayonnement. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est une grande onde qui est la plus forte, et ainsi de suite. Alors, de cette mine de données, vous allez en déduire beaucoup de choses, et notamment la quantité de matière qu'il y a dans l'univers et la quantité de matière invisible. Alors là, je vais dire quelques petits éléments sur cette matière noire, cette matière invisible, et comment on l'a découverte en fait. Puisque le premier qui a parlé de cette matière invisible, c'est Fritz Zwicky, que vous voyez ici, en 1937, donc il y a très très longtemps. Donc cette matière invisible, elle nous suit depuis longtemps. Alors on l'appelle noire parce qu'elle ne rayonne pas, mais en fait elle n'est pas vraiment noire, elle n'absorbe pas la lumière, elle n'a aucune interaction avec la lumière, et donc elle est plutôt transparente. Si y en a dans cette pièce, vous ne la voyez pas, elle n'est pas vraiment noire. Donc on va le dire matière transparente. Alors comment on la détecte? C'est par sa gravité. Ici vous avez un amas de galaxies. Zwicky avait mesuré les vitesses, vraies vitesses cette fois, désordonnées, l'une entre elles. Donc elles ont beaucoup d'énergie cinétique et pour la tenir, il faut de l'énergie potentielle, il faut de la gravité. Et il avait déduit qu'il y avait 100 fois plus de matière que la matière visible. La matière visible étant les galaxies que vous voyez ici. On pouvait connaître la luminosité, la masse, et il y avait très peu de masse. On ne comprenait pas où était la masse pour retenir toutes ces galaxies. Alors ça, c'est une première observation. Une deuxième, c'était les courbes de rotation des galaxies. Donc ces galaxies sont des galaxies à disque, un disque assez mince, et puis, puisqu'il est en rotation, on peut calculer par effet Doppler la vitesse de rotation en fonction du rayon. C'est un petit peu comme le système solaire. Vous avez une vitesse qui, normalement, décroît
de façon keplérienne du centre au bord. C'est des ellipses pour le système solaire. Et puis, les planètes lointaines, elles tournent beaucoup moins vite que les planètes centrales parce que toute la masse est dans le Soleil. Et là, pareil pour les galaxies, on s'aperçoit que finalement, au lieu de descendre, mais la courbe de rotation des galaxies, elle est plate. Elle ne descend pas. Donc, il faut supposer qu'il y a beaucoup de matière invisible au bord des galaxies. Donc, quand vous regardez même ce qu'on a fait ensuite, un peu plus, Vera Rubin était une pionnière, mais là, on l'a fait ensuite avec du gaz d'hydrogène. Le gaz d'hydrogène est quelque chose qui est un peu comme un réservoir autour des galaxies. Donc, vous avez par exemple une galaxie comme la nôtre, la Voie lactée, qui est au centre. Et puis, vous mesurez par les ondes radio à 21 cm de longueur d'onde, qui est l'arrêt de l'hydrogène dans l'état fondamental. Et vous voyez que vous mesurez une structure spirale. On l'a colorée en orange, mais enfin, c'est en radioastronomie, donc il n'y a pas de couleur. Mais on voit que la taille d'une galaxie en hydrogène, elle est bien plus grande que la taille que vous voyez en étoile. Donc c'est un réservoir de gaz qui sert à la galaxie à reformer des étoiles sans arrêt. Sinon, elle aurait arrêté la formation d'étoiles. Alors ce gaz, on s'en sert pour justement tracer un petit peu toute la matière noire. Vous voyez que la courbe de rotation, là il y a une centaine de galaxies, donc il y en a qui sont petites, grandes, etc. Mais en tout cas, ce que vous voyez, c'est qu'elle est toujours plate. De rotation, lorsqu'on s'éloigne du centre et qu'il n'y a plus de matière, puisque les étoiles ne sont plus là, eh bien, au lieu de descendre comme la loi de Kepler, eh bien, elle continue à être plate. C'est-à-dire qu'il faut, pour contrer cette vitesse et force centrifuge, il faut beaucoup de matière, et c'est la matière invisible. Donc c'est ça qu'on appelle matière noire. Autour des galaxies, dans les galaxies, il y en a plein. Alors, on a aussi, en fonction du temps, on a observé à toutes les longueurs d'onde. On a observé en radio, on a observé en optique, et puis là, on s'est mis à observer en rayons X. Alors, il a fallu envoyer des satellites puisque les rayons X ne passent pas à l'atmosphère. L'atmosphère n'est pas transparente, heureusement pour nous, parce qu'on aurait plutôt plus de cancer avec tous ces rayons X, mais il faut quand même envoyer un satellite pour voir les rayons X. On a eu la surprise de voir que ce fameux Ahmad Koma qui avait regardé Zwicky et qui comportait beaucoup, un facteur 100 de matière noire, en fait, il y avait beaucoup de gaz très très chaud. Alors, il émet en rayons X parce que il a 100 millions de degrés, la température là. Vous savez que le fer un petit peu plus chaud et plus blanc, etc. Et on a de l'émission thermique et ça passe en rayons X tellement la température est élevée. Alors on s'est aperçu que tout d'un coup, il y avait énormément de matière qu'on pensait être invisible au départ parce qu'on le regardait en visible. Mais en rayons X, on s'est aperçu qu'il y avait 10 fois plus de matière dans ce gaz très chaud que dans les galaxies. Donc vous voyez que Zwicky s'était un peu trompé parce qu'il n'avait pas les rayons X et il avait trouvé que le rapport entre matière invisible et matière visible est un facteur 100. Mais il y a au moins un facteur 10 qu'on a gagné là. En fait, il fallait vraiment observer à toutes les longueurs d'onde, sinon il y a de la matière qu'on perd parce qu'on n'observe pas à la bonne couleur. Donc là maintenant, on a observé de toute la gamme des longueurs d'onde. Donc on est tranquille, on sait qu'il reste encore de la matière qui est invisible. Il en reste un facteur 5, c'est-à-dire qu'il y a 5 fois plus de matière invisible que visible. Alors comment on peut la cartographier ? Eh bien, on a ce genre de déviation des rayons lumineux par la matière elle-même. La matière, elle est par exemple faite d'amas de galaxies, comme vous avez les galaxies jaunes devant là. C'est beaucoup de matière et puis vous avez des galaxies de fond. Les galaxies de fond vont envoyer des rayons lumineux qui vont être déviés un petit peu comme une loupe qui va dévier les rayons lumineux. C'est une lentille optique. Vous avez des rayons lumineux qui sont déviés par la loupe et vous avez une déformation du paysage à l'extérieur. Vous mettez une loupe devant un paysage, vous avez le paysage déformé. Et là, l'amas très massif fait le rôle de loupe parce qu'elle dévie les rayons lumineux. Et donc, ce que vous voyez, c'est des arcs ici orange, bleu, etc., qui sont les rayons lumineux des galaxies de fond qui ont été déformés. Donc, cette galaxie est déformée ici, mais toutes les autres galaxies derrière sont déformées aussi. Donc, vous avez une déformation telle que vous pouvez en déduire toute la masse invisible. Donc, en quelque sorte, ce qu'on appelle masse invisible, c'est qu'on n'a pas moyen de le voir. Mais quand on a la gravité qui dévie les rayons lumineux, on voit la matière invisible. C'est un peu partout pareil. D'ailleurs, dans le Soleil, vous voyez que la surface, mais toute la matière à l'intérieur, vous ne la voyez pas, mais vous en déduisez la masse qu'il y a, la masse du Soleil, c'est-à-dire la vitesse que vous avez autour des planètes. Donc c'est toujours par la gravité que vous pouvez en déduire la masse d'un corps. Vous ne pouvez pas la voir entièrement. C'est ça qui nous permet de faire des cartes, des cartographies. Ici, il y a une petite schéma des galaxies de fond. Vous avez sur la ligne de visée une masse qui va dévier les rayons lumineux. Et vous voyez que vous avez toutes les galaxies qui s'entourent, un petit peu comme un aimant, par exemple. Vous avez un aimant qui crée un champ magnétique que vous ne voyez pas si vous n'avez pas de limaille de fer. Vous avez plein d'imailles de fer qui s'orientent dans le champ magnétique et vous en déduisez les lignes de champ. C'est pareil, on déduit les lignes de champ gravitationnel avec ce phénomène de lentille gravitationnelle et on peut faire des cartographies de matière
matière invisible. Alors il y a encore un autre élément qu'on vient de découvrir, donc en 98, là je remonte le temps, je défile toutes les découvertes qu'il y a eu lors du XXe siècle et du XXIe. En 98, donc à l'aube du XXIe, qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien pareil, on a fait le même coup que Henrietta Leavitt qui avait un indicateur de distance qui permettait de savoir où étaient les galaxies. Mais les céphéides, l'ennui c'est qu'elles ne sont pas assez brillantes. Donc on voyait les galaxies, mais on ne voyait pas les galaxies très lointaines. Là on a trouvé en 98 un indicateur de distance qui sont une race de supernovae, que je n'ai pas le temps de décrire là, mais qui sont des supernovae très très brillantes, beaucoup plus brillantes que par exemple la supernovae du Crab qui a explosé récemment et qui est une étoile massive en explosion. Ces supernovae-là, on ne les voit pas très loin. Là, on a découvert des supernovae qu'on voit très très loin et qui permettent de remonter à la première moitié de l'âge de l'univers. Et on s'est aperçu que les galaxies qui avaient ces supernovae qu'on avait découvertes, eh bien, elles étaient bien plus loin que prévu par la loi de Hubble-Lemaître qu'on a décrit, c'est-à-dire la loi de vitesse proportionnelle à la distance. Alors, ce qu'on pensait, ce qu'on avait extrapolé cette loi en disant, eh bien, l'expansion de l'univers, elle ne peut être que décélérée, ralentie. Pourquoi elle ne peut être que ralentie? Parce que dans l'univers, il n'y a que de la matière et la gravité attire. Donc, si vous lancez une pomme en l'air, elle va retomber. Donc, si vous avez une explosion de l'univers, l'expansion va être ralentie par toute la matière qui est dans l'univers. Donc, on ne pensait pas une accélération de l'expansion. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que ces galaxies sont très très loin, dans la première moitié de l'univers. Et on est obligé de reconnaître que de toute façon, notre expansion est accélérée. Et elle s'accélère de plus en plus. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu penser? C'est que nous avons un autre élément qu'on appelle énergie sombre, en plus, c'est encore quelque chose de noir, énergie noire, si vous voulez, qui a non pas un effet attractif comme la matière, mais répulsif. Et c'est pour ça que l'expansion s'accélère. Donc finalement, si je résume un petit peu, voilà ce que nous savons sur l'univers à partir du Big Bang, c'est qu'on a la matière ordinaire dont nous sommes faits, ici, tous les atomes que nous connaissons, le carbone, l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, ça c'est 5% du contenu de l'univers. La matière exotique, alors qu'il n'y a pas de la matière ordinaire, on ne sait toujours pas de quoi sont faites ces particules, on ne les voit pas dans les accélérateurs ni rien, et bien c'est 25% du contenu de l'univers. Et puis il y a cette fameuse énergie sombre qui est apparue donc à l'aube du XXIe siècle et qui fait 70%. Et donc, comme cette énergie sombre, c'est un petit peu comme la constante cosmologique d'Einstein, le fameux lambda, que finalement on a oublié pendant le XXe siècle, mais qu'on fait réapparaître. Et bien, vous voyez que ce lambda, il fait 70% maintenant. Et bientôt, comme c'est constant, bien, il va tout dominer. C'est-à-dire que la matière, que ce soit normale ou exotique, elle va avoir une densité qui décroît parce qu'elle est conservée. Et lorsque le volume croît, et ben, la densité décroît comme 1 sur le volume. Et puis, celle-ci ne décroît pas. Et donc, finalement, on n'aura plus que ce lambda, plus que l'énergie sombre. C'était l'univers de William de Sitter. Il avait raison. On va avoir un univers qui est quasi vide parce que l'énergie sombre aura diminué. Ce sera 100% d'énergie sombre. On aura un univers en expansion accélérée exponentielle. Alors voici ce qu'on avait comme possibilité. Schématiquement, on a le temps qui varie, le passé ici et le futur. Nous sommes là, le présent c'est le petit carré là. Ce qu'on observe, c'est que le passé bien entendu, et on essaie de prévoir le futur. Alors vous voyez qu'au XXe siècle, on en était là, une expansion simple, mais qui voulait dire que l'âge de l'univers était plus petit. Ici, vous voyez que si on extrapole l'expansion accélérée, on a une âge de l'univers qui est beaucoup plus grand. Et ça marche beaucoup mieux, parce qu'autrefois, on avait des étoiles dans la galaxie qui étaient plus vieilles que l'âge de l'univers. Ça ne collait pas vraiment. Là, on est bien content, tout marche bien maintenant. Le nouvel âge que nous avons, 13,8 milliards d'années, tout marche bien. Alors qu'est-ce qu'on sait maintenant de notre univers? C'est qu'on est parti donc d'un Big Bang, et puis au début on a une expansion qui se décélère parce que la matière domine, et puis il y a à peu près 5 milliards d'années, c'est l'énergie noire qui domine, et on est en expansion accélérée. Voici notre futur. On n'aura certainement pas ça ni ça, mais on aura ceci. Alors je vais vous donner les derniers résultats qui ont été publiés l'an dernier, qui était un grand survey de galaxies pour mesurer l'expansion accélérée. On sait qu'elle est accélérée, mais de combien? On voudrait avoir plus de précision pour savoir quelle est la nature de cette énergie sombre. Alors, pour le mesurer, il faut avoir un nombre de galaxies très grand à chaque époque. Alors, c'est ce DESI que vous au Chili. Et le bien, c'est qu'ils ont fait des millions de galaxies, des millions de spectres. Comment ils peuvent faire ces millions de spectres? Eh bien, vous voyez que dans le plan focal du télescope, il y a 5000 petits robots. On les voit ici tous sur 86. Et donc, vous voyez qu'en chaque point, il y a un petit robot qui vous permet de suivre les galaxies. Donc, vous faites d'abord une image du ciel profond et vous avez la position des galaxies. Et ensuite, il y a une intelligence artificielle qui vous dit, bon, les galaxies sont là. Vous allez mettre un robot, une fibre optique, vous allez faire le spectre de la galaxie. Donc, finalement, en 1000 secondes, en 20 minutes, vous avez 5000 spectres. Alors qu'autrefois,
on prenait une fente, on dispersait la lumière particulièrement à la fente. Vous avez, toutes les 2 heures, vous avez une galaxie. Là, toutes les 20 minutes, vous avez 5000 galaxies. C'est comme ça qu'on a pu avoir des millions de galaxies en 1 ou 2 ans. Et bientôt, avec le télescope spatial Euclid, qui a été lancé en 2023, nous aurons des milliards de galaxies, pas seulement 11 millions. Et rien qu'avec ça, eh bien, ils ont montré que peut-être l'énergie sombre n'était pas une constante, comme la constante cosmologique d'Einstein, mais pouvait varier peut-être dans le temps. Donc ce serait un autre élément, un 5e élément qu'on appelle quintessence. Vous voyez que c'est un tout petit peu préliminaire. Donc je vais peut-être finir dans 3 minutes, mais j'aimerais vous donner quand même une petite idée de ce qu'on pense être juste avant le Big Bang. Alors avant de ça, j'aimerais vous donner toujours la même image de l'horizon que je vous ai donné, et puis vous dire qu'il y a un gros problème avec l'horizon, et ce gros problème, c'est le suivant. L'horizon que nous avons, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de signal qui va plus vite que 300 000 km par seconde, donc tout ce qui va au-delà, c'est-à-dire ici, toutes les galaxies qui sont au-delà, par ici, par exemple, il y en a plein. Nous, on ne voit que ça, qui est une toute petite partie, mais il y en a plein. Et bien, on ne les verra pas parce qu'elles n'auront pas eu le temps de nous faire parvenir de la lumière. Alors là, il y a un gros problème avec cet horizon, c'est qu'on regarde le ciel qui était là 0,4 millions après le Big Bang. Alors, 0,4 millions, ça veut dire 380 000 ans. La lumière n'a fait que 380 000 années-lumière, non pas des milliards d'années-lumière. Donc, c'est tout petit, l'horizon. L'horizon, ça a pour rayon la distance parcourue par la lumière depuis le Big Bang. Donc, c'est tout petit. C'est 380 000 années-lumière. Donc là-dessus, quand vous regardez cette surface, c'est-à-dire la surface autrefois, eh bien, l'horizon faisait 1 degré. Donc dans cette image du ciel, vous avez 40 000 horizons. 40 000 horizons et qui sont indépendants. Ils n'ont pas pu se concerter, pas pu envoyer aucun signal. Et donc le gros problème ici, c'est qu'ils sont exactement à la même température avec une fluctuation qui n'est que pour 1 pour 100 000. C'est toute petite fluctuation. Comment est-ce possible ? Eh bien, c'est complètement impossible. C'est pour ça qu'on s'est rendu compte de ce problème de l'horizon en 1980, et on a envisagé que peut-être, tout début du Big Bang, en première seconde, l'univers avait enflé, encore plus vite que pour l'expansion, mais tellement vite qu'on a battu la lumière. Donc, vous voyez, l'univers qui est là, l'horizon est écrit en rouge, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, vous êtes tellement gros que l'horizon est beaucoup plus petit. Donc nous venons, en fait, toute cette carte-là vient de la même partie de l'univers, mais qui a gonflé d'une façon 10 puissance 30 en 10-32 secondes. C'est ce qu'on appelle l'inflation et qui est avec nous depuis 40 ans et qui est la meilleure théorie qu'il y a juste après le Big Bang. Alors ça résout plusieurs problèmes. On avait dit que l'univers n'avait pas de courbure. En fait, on se demande pourquoi. Eh bien, pas simplement, si l'univers a gonflé énormément, nous sommes sur un tout petit volume. Ici, notre horizon observable, un petit volume qui est dans le plan tangent. Donc finalement, il n'y a pas de courbure. Et puis aussi, ça nous donne beaucoup d'idées sur quelles sont ces fluctuations que l'on voit dans le ciel du satellite Planck, par exemple. Pourquoi il y a ces fluctuations ? Quelle est l'origine ? On pense que justement, au départ, il n'y avait que le vide. Et le vide quantique a des fluctuations d'énergie, on le sait. Mais ces fluctuations d'énergie, dans l'inflation, elles sont devenues macroscopiques. Elles sont à l'origine de ces fluctuations. C'est une idée, mais c'est l'idée qui correspond aux observations. Alors finalement, je reprends ce petit cartoon de Andrei Linde de 1981 qui disait qu'il est possible que nous ayons plusieurs univers qui sont entrés en inflation. Et par exemple, nous sommes dans celui qui est vert ici, dans un petit plan tangent là. Nous sommes qu'une poussière là-dedans. On ne pourra même pas voir tout notre horizon, tout notre univers, puisqu'on ne verra que l'horizon, mais pas l'univers. Et puis peut-être qu'il y a des tas d'univers complètement indépendants de l'autre côté. J'en termine avec cette extrapolation. Et juste pour dire que j'espère que je vous ai montré que notre connaissance de l'univers a beaucoup progressé depuis 1920. On pensait que tout l'univers, c'était la Voie lactée. Quand même, nous avons aujourd'hui 2000 milliards de galaxies. Et puis, on ne sait pas trop, mais peut-être qu'on aura une inflation éternelle, c'est-à-dire une inflation qui se reproduit dans plusieurs multivers. Alors, on a l'espoir quand même de le prouver, peut-être, parce que si l'inflation a vraiment eu lieu, eh bien, on a une telle explosion qu'on déforme l'espace et on aura des ondes gravitationnelles primordiales qui ont une certaine fréquence et qu'on est en train d'essayer de détecter, qu'on a peut-être commencé à détecter un petit bruit grâce aux certains traceurs de ces ondes gravitationnelles qui sont les pulsars. Et donc, je m'arrêterai là. Merci. Merci pour cet exposé magnifique. On va pouvoir passer à la séance de questions. Sous-jacent à vos propos, il y a en fait plein de révolutions technologiques sur les mesures qu'on a pu faire dans différents domaines, en partant de l'optique, de tous les rayonnements qu'on s'est mis à mesurer. Et puis désormais, vous avez également fait allusion à la robotique, l'informatique, l'IA même qui est derrière. Est-ce que vous pouvez dire, je ne sais pas à quel point vous avez travaillé sur ces aspects technologiques qui sous-tendent la physique, mais vous pouvez nous dire quelques Oui, mots là-dessus ? parce qu'en effet, on a vécu une révolution extraordinaire
qui était l'informatique. Quand j'ai démarré, en fait, on n'avait pas d'ordinateur. On avait un ordinateur central, mais on n'avait pas de PC. Donc, on se déplaçait justement pour aller pas loin d'ici, qui était appelé le CIRC, le Centre informatique du CNRS, où on pouvait peut-être passer notre paquet de cartes pour passer un programme. Aujourd'hui, on fait clic sur son ordinateur, on a son programme qui passe. On allait observer sur les télescopes et comme il n'y avait même pas de clé USB ni quoi que ce soit, on avait des bandes magnétiques et on revenait charger de bandes magnétiques pour pour réduire les données sur le CIRC, là, qui est devenu l'IDRIS, avec toutes ces bandes magnétiques. Donc, ça fait un progrès énorme. Et quand on fait des simulations numériques, maintenant, on fait des simulations de tout l'horizon. C'est-à-dire, on peut avoir 2000 milliards de galaxies dans l'ordinateur, en fait, un petit peu moins parce qu'on prend des groupes de galaxies. Et on ne pouvait pas le faire autrefois. Donc, on simulait une galaxie avec 100 000 points, et puis c'est tout. Aujourd'hui, on fait des simulations qui nous aident à comprendre ce qui se passe, parce qu'on fait la simulation de formation des galaxies, on fait la simulation du Big Bang et de l'explosion, et on peut reproduire tout l'univers. Donc, on a fait énormément de progrès, d'abord dans la simulation, et puis aussi, maintenant, lorsque Hubble regardait ces galaxies, il avait 100 galaxies. Il pouvait les regarder une par une. Et regarder quelle était la vitesse, quelle était sa classification. Aujourd'hui, on a pour l'instant 11 millions de galaxies, mais dans 2-3 ans, on aura 11 milliards de galaxies. Et donc là, on ne peut pas faire comme Hubble, les regarder une par une. D'abord, on a vu que dans l'image que je vous ai montrée, déjà, le premier travail, c'est de les trouver. Parce que le ciel est très profond et les galaxies ne se recouvrent pas les unes des autres. Elles sont très loin et les points... donc, il faut déjà de l'IA pour trouver où sont les galaxies. Nous les cataloguer quelque part, les classifier et le faire avec 11 millions. Il y a eu une époque, il y a 10 ans à peu près, où on n'avait pas encore tous les IA, les algorithmes, et on avait demandé aux citoyens américains, surtout, et aux citoyens du monde, d'avoir, on appelait ça le Galaxy Zoo. On donnait quelques expériences, critères pour classer les galaxies, puis on leur donnait 1 million de galaxies. Comme il y avait 1 million d'Américains, ça marchait bien. Et on en avait plusieurs classifications de galaxies. On attendait ce qui est 10 classifications pour prendre la moyenne. Et on avait notre catalogue. Alors, en 6 mois, on avait un catalogue de 1 million de galaxies. Aujourd'hui, avec l'IA, en une après-midi, on a la même chose. Alors, vous allez me dire, les citoyens ne font plus rien. Si, parce qu'on leur donne les algorithmes pour qu'ils prennent les milliards de galaxies et puis nous classent avec les algorithmes. Parce que ça prend quand même du temps de les chercher et puis de les classer. Donc, c'est les citoyens qui utilisent l'IA maintenant pour aller plus vite. Donc, en effet, ça fait énormément de progrès. Et donc, lorsque Euclide aura ces 12 milliards de galaxies, là, on a déjà préparé tous nos algorithmes et c'est déjà prêt. Bonsoir madame, j'avais une question à propos du futur de l'univers. Vous dites qu'il est en croissance exponentielle et j'aimerais savoir si dans l'univers futur, les étoiles et les systèmes planétaires pourront se former de la même manière qu'actuellement, par exemple. Merci. Oui, ça c'est une bonne question parce que justement, il a été dit beaucoup dans la science-fiction qu'il y aurait un big rip, paraît-il, que tout allait se déliter. C'est pas tout à fait vrai. En fait, nous avons une surdensité dans un groupe local, dans les amas de galaxies. On a une surdensité telle qu'on a un ensemble lié gravitationnellement. Et celui-là ne va pas être détruit. En quelque sorte, on pouvait vous représenter quelques petites régions de l'univers qui sont plus denses que les autres, qui ont atteint la densité critique au-delà duquel on peut recondenser, faire un big crunch en quelque sorte. Et donc, notre groupe local et l'amas de galaxies Virgo, par exemple, est déjà arrivé dans son big crunch. Et donc, lui, il est virialisé. Il n'y a pas d'expansion entre les étoiles de notre galaxie. L'univers n'est pas en expansion. Il n'est en expansion qu'entre les galaxies qui ne sont pas liées gravitationnellement. Donc, tout ce qui est lié comme le groupe local va rester. Bon, Andromède est en train de se rapprocher de nous, d'ailleurs. On va avoir une fusion entre Andromède et la Voie lactée. Mais de toute façon, le groupe et les amas ne seront pas touchés. Ils ne sont pas en expansion. Dans l'amas de Coma, les galaxies ne sont pas en expansion les unes par rapport aux autres. Donc tout ce qui est lié gravitationnellement va rester. Et ce qui va se passer, c'est qu'en effet, le vide entre les groupes et les amas va se prolonger. Et bientôt, on verra beaucoup moins de galaxies qu'avant. Donc il faut se dépêcher pour regarder avec un télescope quand même.
Est-ce que vos recherches sont faites au niveau international? Est-ce que vous les mettez en commun pour aller plus vite ou pas? Oui, tout à fait. Je crois que l'astrophysique est une science qui est déjà mondialisée depuis longtemps. Et par exemple, lorsqu'on fait le James Webb Telescope, c'était surtout la NASA, mais il y a aussi l'ESA. On a par exemple des astronomes du CEA à côté qui ont fait l'instrument infrarouge, le détecteur infrarouge. On a participé et on a beaucoup de temps. Donc pour Euclide aussi, on fait participer un peu les Américains. Donc il y a une collaboration totale. Et lorsque on fait une demande sur un télescope, par exemple le Hubble ou le James Webb, on a pas mal de temps sur le James Webb. Lorsqu'on le reçoit, eh bien, nous avons 1 an de propriété et ensuite il est public. Donc c'est complètement mondial parce que s'il y a même des Russes qui n'ont pas payé du tout, ils peuvent le prendre sur Internet et faire des travaux avec. Donc vous voyez un peu que les astronomes sont sous pression parce qu'on a fait des demandes et on a des demandes qui arrivent de ALMA, de James Webb et on a 1 an pour le faire. Il faut se dépêcher. Par contre, les Américains, lorsqu'ils avaient du temps sur le James Webb ou sur Hubble, tout de suite, dès qu'ils avaient un certain nombre d'heures, ils avaient un postdoc. Mais les Français, ce n'est pas le cas. Quand on avait du temps au télescope, et c'était nous seuls, sans postdoc ni étudiants. Donc, il fallait être compétitif. Et peut-être qu'en ce moment, ils sont un peu moins compétitifs parce que là, un certain Donald Trump est en train de casser la science là-bas. Et donc, le budget a été diminué à facteur 2. Peut-être qu'ils auront moins de moyens que nous, qu'avant, mais ils en ont quand même plus que nous. Mais enfin, en tout cas, tout est mondial. Et donc, on fait des projets, même sur ces grands télescopes, avec des Américains, même avec des Russes aussi, avec des Italiens, des Européens, etc. Et il faut bien dire aussi que les Européens ont mis en commun leurs télescopes depuis 1960, où on s'est aperçu qu'on avait des télescopes dans l'Europe, par exemple au Pic du Midi en France, etc., mais qu'ils n'avaient pas une très grande taille, parce que c'était à la taille du pays. Et tout d'un coup, on voulait avoir des télescopes dans l'hémisphère sud. Et pour l'hémisphère sud, pour chaque pays européen, c'était quand même beaucoup plus d'infrastructures et de logistique et de crédit. Et on s'est mis en commun en 1960 pour faire un observatoire au Chili. Et depuis, ça a tellement bien marché que nous sommes en train de construire un 40 mètres optique, alors que les Américains en sont restés à 10 mètres. Parce que finalement, il y a moins d'union entre tous les États américains que dans les pays européens. Donc ça, c'est une réussite, il faut la mettre, parce qu'il y a beaucoup de points où on n'est pas compétitif, mais là, au point de vue instrument astrophysique, on est très compétitif grâce à l'Europe. Je voudrais poser une question concernant donc l'astronomie gravitationnelle. Qu'est-ce que vous en attendez? Apparemment, elle permettrait d'aller voir au-delà du front de dernière diffusion des ondes électromagnétiques, donc plus loin vers là où la matière dominait encore plus. Et donc, qu'est-ce que ça va nous apprendre sur les époques futures où c'est justement l'inverse, où c'est plutôt l'énergie sombre qui va dominer? Qu'est-ce qu'on pourra apprendre de cette façon-là? Alors, on dirait ça, il y a 2 choses. D'abord, on a détecté au sol, grâce à LIGO, Virgo, les interféromètres au sol qui ont une ligne de base 4000 km, en fait. Peut-être moins, mais en fait, ils font des lasers qui font plusieurs fois la distance, ça fait 4000 km. Et donc, ça veut dire qu'on regarde des longueurs d'onde de cette dilatation de l'espace, des longueurs d'onde qui font 4000 km. Et ça correspond à la fusion de 2 trous noirs. 2 trous noirs de 20 à 30 masses solaires. Et on voit un signal qui est fait en quelques minutes. Et puis ensuite, on ira dans l'espace, LISA, pour avoir 4 millions de kilomètres peut-être, et on verra une longueur d'onde plus grande. Et ça correspond aux trous noirs qu'il y a au centre des galaxies, qui sont beaucoup plus massifs et qui ont finalement une longueur d'onde plus grande et qui fusionnent en beaucoup moins rapidement. Alors, les ondes que vous faites allusion sont les ondes gravitationnelles primordiales, celles qui sont, on ne le voit pas parce qu'il y a une surface opaque et on pourrait aller plus loin vers le Big Bang. Alors ça, c'est des ondes qui sont beaucoup plus grandes, qui ont des années-lumière de longueur d'onde. Alors, on ne pourra pas lancer, LISA ne suffira pas, parce que 1 million de kilomètres, ce n'est pas des années-lumière. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour détecter ça? Eh bien, on prend des étoiles à neutrons. L'étoile à neutrons, c'est un état très concentré de la matière avant le trou noir. Et ce sont des pulsars parce qu'en fait, ils tournent très vite sur eux-mêmes. Comme la Terre tourne en un jour, là, c'est plutôt 1000 fois par seconde. Et donc, vous avez un pulsar milliseconde avec une très grande précision
de la période. On a 17 chiffres significatifs sur la période. Donc, si vous voulez, si vous avez des étoiles à neutrons un peu partout qui vous envoient ce signal, eh bien, il va être modulé par les ondes de l'espace et qui pourront avoir des années-lumière de longueur d'onde. Alors, vous allez me dire, il faut être patient parce que pour recevoir, il va falloir attendre 1 an pour recevoir 2 pics. Ce n'est pas le minute du trou noir qui fusionne, mais on est en train de faire ça depuis 15 ans. Par exemple, à Nancy, avec le radiotélescope de Nancy, on détecte les pulsars et on a détecté beaucoup de pulsars parce qu'on a un télescope de 300 mètres et on a permis de commencer à détecter le fond d'ondes gravitationnelles parce qu'il y a beaucoup de choses qui a ces longueurs d'onde-là. Il y a les fusions d'énormes trous noirs d'1 milliard de masses solaires qui ont aussi cette longueur d'onde-là. C'est du nanohertz en fréquence. Et donc, on commence à détecter ce qui pourrait être la signature de l'inflation. Mais alors, ce n'est pas loin dans l'univers, dans le futur, c'est dans le passé quand on regarde ça. Si on regarde le Big Bang et l'onde gravitationnelle qu'a produit le Big Bang, la dilatation de l'espace qu'a produit le Big Bang. Donc, c'est plutôt le passé. Donc, dans le passé, il n'y avait pas vraiment d'énergie noire. Donc, c'est plutôt ce qu'il y a au-delà de la surface opaque qu'on pourra aller au-delà, vers le Big Bang, en fait. Est-ce que ce front de diffusion des photons, derrière, il y a une bouillie de photons emprisonnés, de ce que j'ai compris. Est-ce que cette zone-ci est amenée à se refroidir et donc à disparaître? C'est-à-dire qu'elle a déjà disparu. Hein. C'est parce qu'on remonte le temps. C'est un peu comme le paléontologue, il voit les fossiles, il voit l'os de dinosaure. Le dinosaure a déjà disparu. Nous, on voit le Big Bang, il a déjà disparu, le Big Bang. Hein, c'est il y a 13,8 milliards d'années. Donc, on remonte le temps et on le voit. Parce que les photons qui nous sont parvenus, eh ben, ils ont mis 13,8 milliards d'années à nous parvenir. Donc, on le voit, l'univers tel qu'il était à cette époque. Mais c'est un fossile, si vous voulez. Hein. Donc, il a déjà disparu, hein, le Big Bang. On est issu du Big Bang, il a déjà disparu. C'est nous qui remontons vers nos origines, comme on regarde les dinosaures qui ont disparu. Alors moi, j'aurais une question plus technique. C'est-à-dire que quand on mesure la Rayleigh alpha de l'hydrogène, 121 nanomètres, actuellement, sauf erreur, on arrive à la mesurer vers 2 microns dans l'infrarouge. Oui. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourra, dans quelques années, arriver à mesurer des galaxies, par exemple, à 4 microns ou à 10 microns avec des on le fait déjà, avec le James Webb, il va jusqu'à 28 microns. Ah là, ouais. Ah oui, c'est pour ça. Le James Webb est lancé pour ça. Il a l'infrarouge proche, l'infrarouge moyen, l'infrarouge lointain. Donc, on l'a fait exprès parce que le Hubble ne remontait pas aussi loin. Et c'est pour ça que maintenant, on voit les premières galaxies, celles qui sont formées il y a 100, 200 millions d'années, millions, hein, pas milliards, 200 millions d'années après le Big Bang. Et là, on est surpris de voir des galaxies massives qui se forment très tôt après le Big Bang, alors qu'on pensait qu'il fallait qu'elles fusionnent pour devenir des galaxies massives aujourd'hui. Donc, on a été surpris grâce à James Webb qui peut observer jusqu'à 28 microns. Bonsoir, question peut-être naïve. J'ai cru comprendre à un moment que vous évoquiez l'instant d'avant le Big Bang. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire si c'est bien, si j'ai bien entendu, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Ce qu'on peut en dire, c'est une spéculation. Hein, c'est ce que je disais à la fin, mais c'est la seule spéculation que l'on ait vraiment qui tienne la route. C'est l'inflation. C'est-à-dire qu'avant le Big Bang, il y a le vide. Partout, dans les 3-4 dimensions de l'univers, il y a le vide partout. Et c'est un faux vide, il est en équilibre métastable. Donc il va bien, à un moment donné se précipiter et former un Big Bang. Mais alors là, ce Big Bang, il se précipite avec une inflation. Donc les fluctuations du vide qu'il y avait dans le vide vont grossir et former des structures. Et ça dure 10-32 secondes. Donc c'est juste avant le Big Bang. Et on a cette inflation. Mais c'est encore une spéculation parce qu'on ne l'a pas vérifié. Donc c'est une théorie. Le Big Bang, on le voit. Hein. On a vu qu'on le voyait. On voit l'état chaud et dense du Big Bang. Par contre, avant le Big Bang, on ne le voit pas encore. Et c'est juste le modèle, pour l'instant, qui nous dit que... alors évidemment, cette précipitation peut se passer en plusieurs endroits de l'univers. Comme il est infini, on ne sait pas, il peut y avoir un multivers, un nombre infini de multivers. Et qui seront complètement indépendants chacun. Il peut y avoir des univers qui n'ont pas les mêmes constantes, c'est-à-dire qu'on a des constantes fondamentales qui sont la constante de gravité, la vitesse de la lumière, qu'on pense être constante.
parce qu'on l'a mesuré jusqu'au Big Bang et c'était constant. Par contre, la fraction de matière noire, etc., varie d'un univers à l'autre. Il se peut qu'un univers commence et puis finisse par Big Crunch et puis soit supprimé, qu'il y en a un autre qui commence, etc. Donc ça, c'est la constante de l'état initial de notre univers à nous. On avait une question en ligne un petit peu peut-être liée à ça. L'état de la recherche permet-elle de dire avec certitude si l'univers est fini ou non? Alors, on pense qu'il est infini, mais comme je vous l'ai montré, ce qu'on voit, nous, pour prouver, hein, si vous voulez avoir la preuve, on ne voit que notre horizon. On ne voit que notre horizon, et on s'aperçoit maintenant que l'horizon, il a beau contenir 2000 milliards de galaxies, il est tout petit par rapport à l'univers, et que l'univers est certainement bien plus grand, alors on peut le supposer infini, il est bien plus grand que notre horizon. Notre horizon, on ne pourra vraiment pas observer au-delà, parce qu'au début, quand l'expansion n'était pas accélérée, on pensait qu'il y avait certaines galaxies au-delà de l'horizon qui rentraient dans l'horizon, parce que l'expansion était moins rapide que la vitesse de la lumière. Maintenant, on sait que l'expansion est accélérée, donc c'est plutôt des galaxies qui sortent de l'horizon. Et donc, dans notre horizon, on verra de moins en moins de galaxies. Et notre horizon est tout petit. Donc, on est limité par cet horizon qui regarde qu'une petite partie de notre univers. Alors, s'il est infini, c'est probable, mais on ne le saura pas en vrai. Merci. Il y avait d'autres questions en ligne, hein, je vais les reprendre. On nous apprend que rien ne se crée, rien ne se forme, etc. Cela veut dire que toute la matière de l'univers existait déjà lors du Big Bang? Alors ça, c'est une question délicate. Et justement, ça revient à cette inflation. Cette inflation, c'est un petit peu comme, à toute proportion gardée, l'énergie noire. L'énergie noire, c'est un 5e élément qui a un effet répulsif. Et cet effet répulsif n'est pas intuitif parce que la gravité, c'est comme un gaz. Dans un gaz parfait en gravité, eh bien, il a une pression positive par rapport à une densité positive de gaz. Ici, vous avez une densité d'énergie et vous avez une pression négative. Et ce qui veut dire que tout est inversé. Lorsque vous gagnez de l'énergie, lorsque vous faites tomber, par exemple, un barrage, vous faites tomber de l'eau, vous gagnez de l'énergie. Ici, c'est le contraire. Et donc, dans l'expansion, on va gagner de la matière, on va gagner de l'énergie qui va devenir matière. Parce qu'au début, il n'y a que de l'énergie. Et on peut dire que matière et antimatière sont à l'équilibre, ne forment que des photons de lumière. Et ensuite, en refroidissant, on ne va plus pouvoir avoir équilibre matière-antimatière, on va pouvoir avoir de la matière qui se précipite. Donc la matière vient de là, vient de l'énergie. Mais si vous avez cet effet négatif en tant que pression, il y a conservation totale de l'énergie, mais il y a précipitation de matière qui n'existait pas avant. La question, c'est est-ce qu'on pourrait voir la matière noire aussi bien 5 fois plus puisque non, dans une étoile à neutrons ou bien dans une étoile ordinaire? Et non. Pourquoi? Parce que la matière noire n'interagit pas avec le rayonnement, donc ne rayonne pas. Donc elle ne peut pas dissiper l'énergie. Donc elle forme des halos de matière noire qui sont virialisés. Et à ce moment-là, il est impossible à la matière noire de se précipiter vers le centre. Ce qui arrive, c'est que quand on a une galaxie de matière noire, la matière ordinaire va tomber dedans et elle va rayonner et elle va pouvoir se concentrer au centre. Et donc on va pouvoir former des étoiles, mais on ne pourra jamais former des étoiles avec la matière noire parce qu'elle ne rayonne pas. Pour former une étoile, il faut rayonner, il faut dissiper. Donc là, on ne dissipe pas, on ne pourra jamais... La matière noire ne tombe pas dans les étoiles, ne tombe pas dans les trous noirs, rien. Elle est comme un halo autour des galaxies et elle est virialisée, elle ne va pas plus loin. C'est la matière ordinaire qui rayonne, qui par des chocs perd son énergie et tombe vers le centre. Bonsoir. J'ai une question, pas de scientifique. Vous savez dater le Big Bang. Est-ce que vous savez le localiser par rapport à nous? Ah, ça c'est une bonne question. Et en effet, il est partout, le Big Bang. Il est partout, il est à 3 dimensions. En fait, quand je fais le petit dessin, j'aurais peut-être pas dû le faire au départ, c'est qu'on a pris l'horizon, que toute la matière qui est autour de nous qu'on voit, elle va se réduire. Mais les galaxies sont autour aussi. Et comme c'est infini, le Big Bang est partout. Donc il faut se représenter notre cake ou notre éponge. Notre éponge est infinie et tout d'un coup, elle est concentrée, cette éponge infinie, elle se dilate, mais le Big Bang est partout. Donc on sait le localiser, il est partout. Du coup, tous les galaxies et tout ça ont la même composition? Alors, la composition, même d'une galaxie à l'autre, ça peut varier parce qu'on a des surdensités. Alors ça, c'est le hasard.
on a une densité un peu plus forte, donc on a une galaxie plus dense qui se forme plus tôt. Alors elle forme des métaux, elle va former plus d'étoiles, il y a des flambées de formation d'étoiles, d'autres qui forment moins d'étoiles. Il y a une très très grande diversité. Alors dès qu'on regarde d'une galaxie à l'autre, il y a par exemple les nuages Magellan, qui est une galaxie naine, qui forme plein d'étoiles. Notre Voie lactée ne forme que 2 ou 3 étoiles par an, alors qu'il y en a qui forment 1000 étoiles par an. Donc ça varie. Il y a des galaxies qui se forment aujourd'hui, des galaxies qui sont formées très, très, très tôt dans l'univers. Donc les galaxies n'ont pas le même âge, les étoiles n'ont pas le même âge. Là, il y a une grande diversité. En fait, finalement, c'est comme nous, hein. On a divers âges, on a diverses compositions. Une autre question que nous avons reçue en ligne à propos de l'énergie noire. L'énergie noire ne pourrait-elle pas être une caractéristique intrinsèque de l'espace-temps? Est-ce forcément une énergie tierce? C'est une énergie, en effet, tierce. Ce n'est pas dans l'espace-temps, hein. C'est un composant différent, un peu comme la matière. La matière ne fait pas partie de l'espace-temps. En fait, la matière, vous le sentez, hein, ce n'est pas dans l'espace-temps. Pareil, l'énergie sombre, ce n'est pas dans l'espace-temps. Enfin, du moins, ce dont on a besoin. On ne sait pas ce que c'est, hein, mais pour expliquer l'expansion accélérée de l'univers, il faut cet élément-là qui a cette propriété. Mais on en saura plus dans 5-6 ans, quand on aura le résultat d'Euclide. Avec les 12 milliards de galaxies, on saura à quel taux a vraiment commencé à s'accélérer l'univers. On aura un petit détail sur la nature de l'énergie noire. C'est ça, pour ça qu'on a lancé le satellite Euclide. Donc dans 5-6 ans, on va peut-être répondre à cette question. Donc elle existe surtout mathématiquement, on a peu d'intuition, on peut dire physique sur ce qu'elle est, c'est ça actuellement? Voilà, Ouais. pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Il y avait encore une 4e question en ligne. L'accélération de l'univers ralentit-elle vraiment? Alors, je crois que Non, l'expansion de l'univers accélère. ralentit au départ, Oui. puis ensuite accélère. Ah oui, il y a 5 milliards d'années. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est la matière qui domine, donc elle ralentit. Et ensuite, l'énergie sombre domine à partir de 5 milliards d'années de notre époque. Et maintenant, c'est l'énergie qui domine et on s'accélère. Et donc la question, c'était, est-ce qu'il y aurait des explications alternatives aux observations récentes ou c'est vraiment la théorie qui s'est imposée Alors, la théorie, on ne le sait pas. Les observations se sont imposées. La théorie, comme on ne sait toujours pas ce qu'est l'énergie sombre, je ne peux pas dire que nous ayons une théorie de l'énergie sombre, puisqu'on ne sait pas. La matière noire, on ne sait toujours pas ce que c'est, mais on a cherché beaucoup de particules dans le LHC du CERN, on a cherché dans même la détection directe dans les tunnels. J'ai parlé tout à l'heure de xénon, avec 8 tonnes de xénon dans le Grand Sasso, etc. Et finalement, on n'a pas trouvé de particules. Donc, beaucoup d'astronomes travaillent sur des modèles de gravité modifiée. Donc, on ne sait pas exactement, hein. On a besoin, à certains moments, de beaucoup de matière noire parce qu'on suppose que la gravité, c'est celle d'Einstein. Si on change la gravité en champ faible, là où les astronomes peuvent expérimenter, mais pas dans le système solaire où il y a la gravité forte, en champ faible, eh bien peut-être qu'au lieu de rajouter la matière noire, on change la gravité, ce qui revient un petit peu, c'est un peu dégénéré. On a soit l'un, soit l'autre. Donc on ne sait pas quelle va être la solution de la matière noire et on ne sait pas quelle va être la solution de l'énergie. Donc il n'y a pas encore de théorie, hein. Il y a des observations qui, là, on en est sûr. Madame, bonjour. Un grand néophyte. J'avais envie de vous poser la question, où est-ce que vous voyez le doigt de Dieu dans tout ce que vous étudiez? Qu'est-ce qui vous paraît le plus inexplicable? Ah, eh bien, je ne sais pas, mais au fur et à mesure qu'on progresse, on s'aperçoit qu'on ne connaissait rien d'abord, puisque en 1920, on ne savait pas où étaient les galaxies, et puis aujourd'hui, on sait qu'on a fait énormément de progrès, mais il y a énormément, 95% énergie sombre. Je ne peux pas dire si demain, on n'aura pas résolu le problème. Donc, finalement, on n'a pas besoin de voir le doigt de Dieu, bien que quand on regarde les amas de galaxies avec les vitesses particulières, on appelle ça le doigt de Dieu. C'est quelque chose qui... Dans l'amas de Coma, par exemple, vous avez des vitesses qui normalement sont dues à l'expansion, et puis tout d'un coup, les vitesses qui sont dues au pic potentiel de l'amas. Alors on a des vitesses qui représentent... Enfin, bon, ça c'est juste une analogie. Et donc, je pense que, comme le disait Georges Lemaître, qui, lorsque le pape lui demandait « Ah, le Big Bang, c'est la création, bien sûr. »
Et Georges Lemaître a dit « Oh non, 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 ça n'a rien à voir ». Et donc lui, qui était chanoine, avait bien compris que c'était l'un ou l'autre. Vous avez de la science d'un côté et puis la foi de l'autre. Donc il faut prendre l'inspiration Georges Lemaître. Bonsoir, merci. C'était pas une question, c'était juste pour avoir un éclaircissement sur... Tout à l'heure, vous parliez de l'empreinte de l'univers. Oui, l'empreinte digitale. Oui, je disais que ce qu'on voit dans l'image du ciel en micro-ondes, c'est tous les paramètres physiques de l'univers sont là. Si on voit deux univers différents, enfin si on avait la possibilité de voir, eh bien dans ces petits dessins plus rouges et plus bleus que j'ai montrés, eh bien on verrait la quantité de matière qu'il y a, la quantité de matière sombre, quel est le destin de l'univers. On le verrait c'est pour ça qu'on dit que c'est l'empreinte digitale de l'univers. Et je l'ai montré en disant toutes ces oscillations acoustiques, elles sont vues dans cette empreinte. Et du coup, pourquoi c'était on voyait que c'était plus à gauche. Je veux dire, il y avait un pic à gauche plutôt qu'à droite. Oui, parce que en fait, droite à gauche, c'était les angles. Et donc, à gauche, vous avez les grands angles, les grandes perturbations. Ouais. Et ça, c'est l'horizon sonore, en quelque sorte. C'est le parcours du son depuis le Big Bang jusqu'à 0,3 millions d'années. Et ça, c'est la plus grande distance du son, donc c'est la plus grande perturbation possible. Donc à 90 degrés, vous voyez ces grandes perturbations, et puis après, c'est les petites, c'est des ondes sonores, et les plus grandes ondes sonores sont à gauche, et les plus petites ondes sonores sont à droite. Il y avait d'autres questions qui sont arrivées en ligne. Est-ce que le temps s'écoule de la même façon en tout point de l'univers ? Ah non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, on l'a mesuré. À l'Observatoire de Paris, on est les maîtres du temps, si on peut dire. On avait la seconde, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une seconde intercalaire, c'était l'Observatoire de Paris qui l'a donnée. Et donc, à l'Observatoire de Paris, on a des horloges atomiques que l'on fait en collaboration avec les physiciens quantiques. Et on a envoyé dans la Station spatiale internationale Pharao, une horloge atomique. Donc, on a une précision terrible. Et donc, ces horloges atomiques qui ont une précision, j'ai l'impression qu'on perdait une seconde de précision en 13 milliards d'années, donc c'est quand même énorme. Avec cette horloge extrêmement précise, on peut mesurer le temps, par exemple, dans la cave de l'Observatoire de Paris, au 7e étage où est mon bureau, et on voit une différence. Donc le temps passe plus lentement dans la cave que si vous voulez rajeunir, vous allez passer votre vie à la cave. Alors je vous dis, c'est quand même une microseconde que vous allez gagner. Mais donc tout ça, pourquoi ? Parce que vous avez la pesanteur de la Terre et que dès que vous êtes dans un champ gravitationnel, le champ gravitationnel rougit, fait ralentir le temps. Un des trucs qu'on n'arrive pas trop bien à expliquer, c'est la présence donc de galaxies assez grosses dans les premiers temps de l'univers. Donc vous avez vu, on voit là dans les premières phases de l'inflation que l'univers est tiré, donc les fluctuations sont aplaties, donc on ne devrait pas voir apparaître de grosses galaxies, sauf si les trous noirs primordiaux, on les étire pas. Oui, mais les trous noirs primordiaux, ils sont tout petits. Des énormes densités au départ. Et les fluctuations sont quand même proportionnelles à la densité. C'est quand même le bruit. Et en fait, on s'est posé la question de l'existence de ces trous noirs primordiaux lorsqu'on s'est dit peut-être que la matière noire était faite de ces trous noirs. Et on a essayé de faire des expériences de micro-lentilles, des machos, et on s'est aperçu qu'on ne trouvait jamais de trous noirs. Parce que ces trous noirs, ils doivent exister aujourd'hui. Sauf ceux qui sont inférieurs à 10 puissance 15 grammes, auquel cas ils s'évaporent dans le temps de l'univers. Mais au-delà, c'est-à-dire entre 10 puissance 15 grammes, la masse de la Terre peut-être, et puis celle d'une étoile, vous avez encore une range de masse, là. Et puis, on s'est aperçu qu'elles étaient toutes éliminées, c'est-à-dire qu'il y a très peu de ces trous noirs primordiaux, s'ils existent, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y en a très très peu, parce qu'on les aurait vus par lentille gravitationnelle, en regardant les millions d'étoiles du nuage de Magellan. On a vu des lentilles gravitationnelles, mais c'était des étoiles de la Voie lactée qui faisaient lentilles. Mais s'il y avait eu plein de petits trous noirs, on les aurait vus. Alors, les trous noirs galactiques, il y en a deux sortes. Il y en a un qui est en fin de vie d'une étoile massive, 8 masses solaires seulement. À ce moment-là, on peut devenir trou noir, comme a fait certains. Et on sait qu'il y a 200 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, donc il y a peut-être 1 milliard de trous noirs qui tournent autour de la Voie lactée, qui sont pas très dangereux, parce qu'en fait, le trou noir, le rayon d'action est tout petit. Donc, on a des milliards de petits trous noirs de masse stellaire qui tournent. Par contre, on sait qu'on a des gros trous noirs très massifs au centre de chaque galaxie. Le nôtre, il ne fait que 4 millions de masses solaires, mais dans la galaxie de l'Éma de Virgo, 6 milliards de masses solaires. Mais tout de même, c'est tout petit par rapport à la masse de la galaxie, puisqu'on a trouvé une relation de proportionnalité entre le trou noir et la masse du bulbe, et c'est 0,2%. C'est-à-dire que le trou noir supermassif, il est toujours de 0,2% de la masse du bulbe de la galaxie. Donc c'est une influence gravitationnelle négligeable, le trou noir. En fait, non, parce que la gerbe de croissance, c'est la matière noire. En fait, on sait très bien que lorsque la matière se découple de la lumière, puisqu'on a vu qu'il y a des ondes sonores, il est empêché de se concentrer. Et lorsqu'il sort il se découple de la lumière, eh bien,
la matière noire s'est déjà découplée depuis longtemps puisqu'elle n'interagit pas avec la lumière. Donc on forme les puits de potentiel qui sont les puits de potentiel qui vont devenir les galaxies bien avant que la matière ordinaire tombe dans les galaxies. Donc en fait, les germes, c'est la matière noire. Et on sait qu'on forme, enfin par les simulations numériques, on a pris les fluctuations primordiales qu'on observe dans le fond micro-ondes et on l'a fait passer sur ordinateur. On a vu qu'on formait des tas de galaxies noires bien avant que la matière puisse être neutre et tomber dans les galaxies. Donc on forme les galaxies noires avant de former les galaxies avec des étoiles. Donc les germes, on n'en a pas besoin. On a déjà le puits de potentiel préformé. Est-ce que la masse totale de l'univers, aussi bien matière noire que matière visible, est-ce qu'elle est constante ou elle varie? Elle varie, enfin la masse, elle est constante, mais en fait, ça dépend si vous parlez à l'intérieur de l'horizon ou dans un certain volume, comme le volume croît, eh bien la densité décroît en 1 sur le volume, mais la masse est conservée. Alors maintenant, notre horizon, on avait vu que les galaxies sortaient de l'horizon, donc notre horizon a une masse qui diminue, parce que les galaxies s'enfuient. Et si vous prenez un volume qui croît avec l'expansion accélérée, eh bien à ce moment-là, la masse est conservée. C'est juste la densité de masse qui décroît comme 1 sur R au cube. J'aurais aussi une question par rapport aux neutrinos. Est-ce que on pourra dans le futur améliorer leur détection et puis avoir plus d'informations Les neutrinos ordinaires, vous voulez dire? Les neutrinos, oui, ou même... Les neutrinos ordinaires, on les a détectés depuis 1987, où on avait vu la supernovae de la nuage Magellan, et on avait détecté par Kamiokande déjà le premier neutrino qui est dû à cette supernovae, parce qu'en fait, toute l'énergie sort par les neutrinos dans les supernovae. On a l'impression que c'est très lumineux, mais les neutrinos sortent d'abord. Et donc, on a détecté les neutrinos depuis 40 ans. Donc ça, on les détecte, les neutrinos vrais. Alors, vous faites peut-être allusion à l'hypothèse que la matière noire serait peut-être faite de neutrinos stériles qu'on n'a jamais vus et qu'on détectera peut-être pas, parce qu'ils sont stériles, tellement stériles que on peut pas, ils n'interagissent même pas comme les neutrinos normaux interagissent quand même un petit peu avec la matière, parce qu'ils traversent la Terre et puis ils viennent se faire détecter à Antares, dans la Méditerranée. Mais les neutrinos ordinaires, on les a déjà vus et déjà détectés. Oui, est-ce que la détection de galaxies massives qui ont que 300 millions d'années ne remet pas en question l'âge du Big Bang? Ah non, on ne remet pas en question l'âge. Par contre, il pourrait remettre en question le modèle de l'univers. On a un modèle qui est fait de lambda, l'énergie noire, et CDM, Cold Dark Matter, donc la matière noire froide. Et celui-là, il ne prévoit que des galaxies massives plus tard, un peu plus tard. Donc les gens se sont dit, est-ce qu'on remet en cause le modèle, ou alors on remet en cause des processus qui forment des étoiles. En général, on forme des étoiles dans les galaxies, et il y a un effet de rétroaction des supernovae qui stoppe la formation des étoiles, ou alors le trou noir central qui est tellement actif, on a un quasar, stop. Et alors, il se pourrait qu'on stoppe la rétroaction, donc on forme beaucoup plus d'étoiles et on arrive. Donc ça, actuellement, c'est en cours dans les ordinateurs. On essaie de voir si on y arrive sans changer le modèle. Et si on n'y arrive pas, eh bien, on changera le modèle, c'est-à-dire on prendra de la gravité modifiée, auquel cas on forme les galaxies beaucoup plus tôt. Mais l'âge ne changera pas, hein, parce que ça, on l'a dans l'empreinte digitale de l'univers. On sait que l'âge ne va plus changer maintenant. Excusez-moi, je ne suis pas du tout dans votre bain. D'abord, qu'est-ce que c'est que le vide pour vous? Ah. Et puis, je vous pose ma deuxième question. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, comme une respiration de l'univers, c'est-à-dire il se dilate, il se contracte, il se dilate, il se contracte? Voilà, c'est mes deux questions. Alors d'abord le vide. Eh bien, le vide, moi je suis obligée de regarder ce qu'on voit lorsqu'on a enlevé toute particule, tout photon, hein, tout, on a enlevé. Et à ce moment-là, on a le vide quantique que l'on mesure en laboratoire parce qu'on a un effet Casimir qui montre que deux plaques qui ne sont pas chargées, de l'X se rapprochent par cet effet de fluctuation du vide. On est obligé de dire qu'il y a une fluctuation du vide quantique. Donc c'est le vide, il n'y a rien du tout, mais il y a des fluctuations de vide quantique. Et ça, ce n'est pas intuitif. C'est la mécanique quantique qui n'est pas si intuitive que ça. Mais enfin, c'est un fait. Donc le vide, pour moi, c'est ce vide quantique. Alors maintenant, les univers qui font des Big Crunch et des Big... Alors, c'était un modèle, à un moment donné,
Big Crunch et puis en tout plusieurs Big Bang, plusieurs... Ben non, ça ne marche pas bien. Désolé, ça ne marche pas bien. On a des problèmes d'entropie d'ailleurs. L'entropie, est-ce qu'elle peut augmenter? Pas. Mais de toute façon, ce n'est pas ça. Dans le fond cosmologique, ce qu'a montré Planck, c'est que ça ne marche pas. On va prendre peut-être une dernière question. Récemment, dans la revue de l'astronomie, il y a un article de Suzy Colenzan qui est paru sur Vera Rubin, qui parle de la condition des femmes, justement en astronomie. En particulier, Vera Rubin elle-même a eu des difficultés énormes. Elle n'a même pas pu entrer à Princeton pour, si je me rappelle bien, parce qu'il était interdit aux femmes de faire une thèse à Princeton. Et quelle est la situation aujourd'hui dans les différents pays, en France d'abord et ensuite? Heureusement, elle est bien améliorée, mais en effet, il faut bien reconnaître que, comme je soulignais, Henrietta Leavitt n'avait pas le droit d'aller observer, même Madame Burbidge, qui suivait son mari, mais enfin, elle n'avait pas le droit. Et donc, Vera Rubin était dans ce cas-là. Ça a beaucoup, beaucoup amélioré. Donc, au point de vue de la loi, il y a égalité totale aujourd'hui entre femmes et hommes. En France, mais aux États-Unis aussi. Les États-Unis sont très développés. Quand j'ai commencé, il y avait beaucoup moins de femmes aux États-Unis qu'en France. Maintenant, c'est le contraire. Il y a plus de femmes. Alors, pourquoi? Parce que, on a à peu près 35% de femmes scientifiques en astrophysique. Peut-être pas en maths, mais en astrophysique, en tout cas, en physique. C'est à peu près 30-35%. Et chez nous, ça tend un peu à diminuer. Pourquoi? Parce qu'autrefois, on avait un poste permanent, peut-être 2 ans après la thèse. On faisait un post-doc, puis on avait un poste. Là, il faut attendre 6 ans ou plus. Et à ce moment-là, les femmes voudraient avoir un poste permanent pour s'établir, etc. Et donc, c'est défavorable pour les femmes. Donc, on commence à être à un peu moins de 30%, 28%, etc. Mais aux États-Unis, avant, il n'y avait que 10% de femmes. Maintenant, il y en a 30, 35, 40. Donc, ça a beaucoup développé aux États-Unis. Au contraire, ça, il faut bien le reconnaître. Et en France, on a eu du mal. Par exemple, à l'Académie des sciences, on a vu que Marie Curie n'était jamais rentrée, mais avec le prix Nobel. Même sa fille, Irène Joliot-Curie, a essayé de rentrer 4 fois, parce qu'à l'époque, on se présentait. Aujourd'hui, on ne se présente pas, on est adopté, mais elle s'est présentée 4 fois. Elle était très tenace. Elle n'a jamais pu rentrer. Donc, la première femme qui a été élue à l'Académie des sciences, c'était en 1979. C'était Yvonne Choquet-Bruat, qui avait travaillé avec Einstein sur la relativité générale, qui est décédée cette année, d'ailleurs. On rattrape maintenant, puisqu'il y a 20 ans, on avait 6% de femmes. Maintenant, on en a 20% à l'Académie, donc ça monte. Et l'an dernier, on a pris sur 18 entrants, il y avait 10 femmes sur 8 hommes. Donc, on fait des progrès. On fait des progrès. Donc ça monte, ça monte. Merci pour ce message optimiste. Et merci pour cet exposé fascinant, qui a ouvert plein de questions. C'est formidable. Merci à tous.